Gérard National Ah, il est là, qui sera dans Gérard. sa voiture. Malheureusement, on est rentré un peu tard de Marseille. C'était formidable de te croiser hier midi. Ouais. On a pris un train. On a été, comme d'habitude, installer des caméras, voir des clients du labo. Et on a pris un train. Il a 2 heures de route pour rentrer à Reims. Il voulait s'arrêter sur le bord de l'autoroute. Je lui ai dit, il n'en est pas question. Comme la semaine dernière, on était au congrès, tu sais, de l'IDS, la grande messe du dentaire, en tout cas pour les industriels. Là, on a fait quelques jours à Marseille. Je vais vraiment suggérer de rentrer chez lui où Pascal l'attend. Il va participer. Mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est que Thierry et Bastien, qui sont deux prothésistes, participent et fassent une présentation aussi quant Avec grand plaisir. Ouais. Très, très aux bien. outils qui sont utilisés au labo Au pour quotidien. échanger avec les praticiens. J'ai juste une question. Vous voyez mon PowerPoint, ça va? Oui, oui, Ah, oui, oui. oui. Tout Je te bon. le confirme. Ok. On a déjà 19 inscrits à 2 minutes du démarrage. Je pense qu'ils terminent tous de dîner. On avait 83 ou 84 inscrits en date d'aujourd'hui. On a fait pas mal de communication auprès de nos praticiens. Pour les zones couvertes, on a demandé à nos commerciaux de solliciter. Tu as choisi la thématique de ce soir. On te laisse évidemment la main sur les thématiques que tu souhaites aborder, toujours évidemment autour du laboratoire. Et c'est vrai que c'est passionnant avec l'évolution, la révolution du numérique. Et là, je ne parle pas que de la caméra, évidemment, mais de tout ce qui est applicatif. Ça nous permet de combler notre manque de proximité physique, en tout cas, auprès des praticiens. Et c'est une époque qui est formidable, même pour renforcer la relation avec eux et les échanges techniques. Je voudrais présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Edmond. Edmond a été chirurgien dentiste à Marseille pendant près de 20 ans. Il a créé en 1998 la BGDS. C'est une méthode de formation qui permet de mieux organiser les cabinets dentaires, de mieux manager vos équipes et d'accroître vos revenus. Il y a des formations de courte et longue durée, un accompagnement qui peut prendre plusieurs années, même toute la vie d'un cabinet, avec des thématiques qui sont extrêmement variées. Je sais que je te fais rougir à chaque fois, mais tu as été l'auteur de plus de 500 articles, de très nombreuses publications. Tu fais beaucoup d'expos type l'ADF où tu participes évidemment en tant que conférencier. Moi, c'est Grégory Cielhomme. Pour ceux, je vois sur la liste, on a beaucoup de nos clients. Je suis le président du laboratoire. Ce soir, on sera accompagné par Thierry, qui est un de mes fidèles labocastiens. Thierry dirige toute la partie technique du laboratoire au niveau traitement des commandes, que ce soit le flux digital ou le flux analogique. J'ai aussi Bastien, qui est le responsable numérique digitalisation, qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans de maison, qui a aujourd'hui au sein du groupe des responsabilités européennes, et en tant qu'administrateur aussi, j'ai Loïc qui s'occupe de tout ce qui est marketing digital au sein du laboratoire, qui s'occupe de tous les emailings que vous recevez. On a vécu une période incroyablement compliquée ces 3 dernières semaines, avec un atterrissage en douceur depuis une bonne semaine. On a été attaqué au travers de nos lignes téléphoniques, une adresse email, et ils ont remonté nos serveurs. Et c'est vrai que par mesure de précaution, on s'est un peu coupé du monde. On est revenu à un traitement quasi néandertalien des commandes. J'en suis désolé pour nos clients présents ce soir. Il y a quelques conséquences, que ce soit en termes de qualité d'information, tu vois, qui sera une des thématiques que nous aborderons ce soir. Au niveau des délais,
la production n'a jamais cessé, mais c'est vrai qu'on est revenu à un traitement des commandes vraiment avec un stylo, avec un papier qui est nos bons de commande. Bref, ça a été assez compliqué, c'était très surprenant, mais on a fait preuve de beaucoup de solidarité dans ce moment très compliqué, une adversité absolue. Et aujourd'hui, depuis même une semaine, on est revenu à la normale. On a ce qu'on appelle traiter les commandes de manière dégradée, avec des process dégradés pendant presque 10 jours. Ça a été assez compliqué. Tu sais, Greg, c'est peut-être l'occasion de rappeler aux praticiens que beaucoup de cabinets se font hacker aujourd'hui, hein, et que nous, on a eu quelques clients qui ont dû payer des rançons un peu lourdes. Mais alors, on m'a demandé une rançon. Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le problème. Oui, oui, oui. Et même, tu vois, personne n'est prêt. J'ai reçu, c'était un vrai film, des appels téléphoniques, j'ai reçu des emails sur mes adresses personnelles et on a pris la stratégie de ne pas répondre, évidemment, de ne pas donner de rançon pour que petit à petit ça s'étiole. Et ils n'avaient pas de données sensibles à proprement parler, donc ça s'est étiolé. Edmond, je te laisse la parole. Toutes ces affres propres au laboratoire. Merci Grégory. Comment optimiser la relation entre le laboratoire et le cabinet dentaire. Et ça va faire bientôt 1 an et demi, 2 ans qu'on a ce plaisir de pouvoir se réunir plusieurs fois par an, 3, 4 fois par an, sous forme de webinaire et d'autres outils sous la forme d'un partenariat entre ta société et notre laboratoire. Très bien, merci à toi. Merci pour la confiance également que vous avez dans notre société de formation et de consulting. Et j'ai voulu qu'on mette comme sujet aujourd'hui le thème de la relation entre le labo et le cabinet, parce qu'en réalité, on parle beaucoup de l'évolution technologique, mais il faut bien dire qu'avec l'introduction de toute nouvelle technologie, cela a inévitablement des conséquences sur la communication que cela peut avoir, aussi bien d'ailleurs avec le patient, en interne au sein du cabinet avec l'équipe, mais aussi évidemment avec le laboratoire. Et je suis convaincu que demain, l'équilibre des cabinets libéraux, ou pas d'ailleurs, mais en particulier pour les cabinets libéraux, l'équilibre passera par une bonne maîtrise de la technologie, mais également par un niveau de rapport humain qui soit au-dessus de ce qui se fait habituellement dans les cabinets. Et donc, c'est cet équilibre entre la technologie et la relation qui fait l'avenir des cabinets libéraux de demain. Ça, c'est mon sentiment profond. Plus il y aura de technologie, plus les personnes rechercheront de la relation. On ne t'entend plus, tu as coupé ton son. Non, mais ça, voilà, ça y est, ça revient. Donc, je disais, l'introduction, c'est qu'en fait, l'avenir est déjà là. L'avenir, c'est pas demain. Et cette notion de relation entre le praticien et le labo est quelque chose qui fait partie des nouveaux paradigmes dans l'évolution de la profession dentaire. Et il y a vraiment un message que je voudrais faire passer, c'est que l'ancienne conception qu'on avait des rapports entre le cabinet et le laboratoire, c'est-à-dire une communication unilatérale où le praticien, qui est le docteur, donc le sachant, donne l'information et que le labo n'est qu'un exécutant, à mes yeux aujourd'hui, c'est complètement dépassé et on est beaucoup plus dans une logique de partenariat où la communication devrait être beaucoup plus bilatérale, c'est-à-dire dans les deux sens. Et je considère que le labo aujourd'hui a beaucoup de choses à apporter dans l'amélioration des cabinets. Alors d'abord, je voudrais rappeler que, avant toute chose, il y a le choix du labo avec lequel nous voulons travailler. Et je rappelle juste que
c'est un choix qui n'est pas anodin, parce qu'un laboratoire de prothèse, ce n'est pas un collaborateur comme un autre. Hein, je rappelle que la prothèse peut représenter de 15 à 20% des dépenses du cabinet et représente une part importante du chiffre d'affaires. Donc, on peut dire que le laboratoire de prothèse, c'est le plus gros fournisseur du cabinet. Et c'est donc une décision sérieuse qui a des implications qui sont à la fois, je dirais, évidemment techniques, technologiques, mais également qui sont des implications émotionnelles. Et c'est la raison pour laquelle le choix d'un labo avec lequel on s'entend, c'est quelque chose qui est essentiel. Ceci dit, choisir un labo en fonction de la qualité, c'est bien, mais c'est là aussi insuffisant. Et qu'il est essentiel d'établir, d'instaurer, je dirais, un véritable système de communication véritablement efficace. Et la plupart, enfin, les cabinets qui rencontrent régulièrement des difficultés avec les laboratoires disent, bon, on a des délais qui ne sont pas respectés, on a des ajustages approximatifs, une thème qui ne correspond pas, un bruit qui est en surocclusion, enfin, etc., etc. Et quel que soit le problème rencontré par le cabinet, indépendamment de l'origine du problème, aussi bien le praticien que le labo, eh bien, est frustré. Tout le monde est frustré dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il faut un véritable travail d'équipe, à mes yeux, pour pouvoir offrir aux patients la meilleure qualité possible et la communication, c'est-à-dire un système de communication efficace, c'est un des piliers de la satisfaction du patient, satisfaction du labo, du praticien, de l'équipe, c'est-à-dire des assistantes et voire des secrétaires, mais également et avant tout du patient. Donc, cette notion d'établir une relation de confiance au-delà de la qualité technique du travail est demain un des piliers fondamentaux d'un développement d'un cabinet. Donc j'insiste là-dessus, qualité technique selon vos critères, évidemment. Je pense que la première chose à considérer lorsqu'on doit collaborer avec un laboratoire, c'est de s'assurer qu'il existe un niveau comment dirais-je, de compatibilité entre les connaissances du labo et le niveau d'exigence du cabinet, évidemment, mais aussi une bonne communication qui va permettre d'obtenir la satisfaction du patient, la satisfaction du praticien, la satisfaction de l'équipe et la satisfaction du laboratoire, ce qui veut dire que ça permet d'instaurer des relations professionnel, agréable entre le cabinet et le laboratoire. Ensuite, il est question, donc là-dedans, d'avoir une véritable relation de confiance. Eh bien, c'est facile à dire, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Parce que la relation de confiance est nécessaire dans tous les aspects du processus de réalisation de la prothèse, depuis la planification jusqu'à la mise en bouche finale, si vous voulez, de la prothèse, en passant par les provisoires et en éliminant tous les problèmes qui sont liés à la clinique ou à la réalisation au labo. Donc là, la relation de confiance, j'y reviendrai, je vous poserai la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il peut s'instaurer une relation de confiance. Après ça, un autre élément clé, qui est lié quand même à l'établissement de la relation de confiance, mais c'est un outil plutôt, je dirais, c'est d'établir une communication efficace. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une communication efficace, ça signifie comprendre et se faire comprendre vite. Je considère que les plus grosses pertes de temps aujourd'hui dans les cabinets sont dues à des déficits de communication interne ou dans les relations avec le patient. Comprendre les désirs ou le message que fait passer son interlocuteur, c'est très important. Mais être soi-même très clair quand on exprime une attente, eh bien, c'est encore aussi important. Et c'est vrai que la plupart des gens sont clairs pour eux et parfois on n'est pas clair pour les autres. Donc il est question dans la relation entre labo
et le cabinet, que tout le monde, y compris l'assistante, qui est un élément central intermédiaire dans la relation entre le praticien et le prothésiste, eh bien, ait une communication qui ne puisse pas prêter à confusion dans les messages qu'on envoie. D'où l'importance de la précision des données cliniques qui sont envoyées. Donc, pour moi. Donc, alors, dans la communication efficace, je mets quoi? Parce qu'il y a plusieurs avantages à une communication efficace. D'abord, ça permet d'avoir un patient qui est heureux, une productivité qui est augmentée, puisqu'il n'y a pas de mésentente dans les attentes, et dans les ententes d'ailleurs, voilà, dans l'attente du travail, et que cela entraîne évidemment moins de retours et des travaux au labo, etc. Une réduction significative, donc, ce que je viens de dire, des modifications qui sont faites au niveau du labo. Donc là, tout le monde a à y gagner, à avoir une communication efficace. Donc, je dis également que c'était un travail d'équipe. Cela passe du praticien, évidemment, à l'assistante, selon les cas également à la secrétaire, au coursier, du coursier à la secrétaire du labo, qui souvent est l'intermédiaire, elle aussi, qui récupère les travaux qui sont adressés par le cabinet, et enfin par le prothésiste. Et en fait, ce qui est important, c'est que les deux équipes apprennent à communiquer correctement, et pas uniquement et le praticien et le prothésiste. Parce que souvent, c'est une chaîne, en fait, et dans laquelle le moindre des maillons qui ne fonctionne pas entraîne un blocage de l'ensemble de la chaîne. Qu'est-ce que je peux dire encore concernant les avantages d'un partenariat? Donc, la logique qui me pousse, qui me soutient, en fait, c'est qu'on n'est plus dans une relation de fournisseur à un commanditaire, mais on est beaucoup plus dans une relation d'échange et de partenariat. Alors, pour moi, j'ai mis cette phrase parce qu'en fait, il faut arrêter d'avoir cette vision que nous, on avait en tant que praticien, hein, où le labo, c'est un endroit où on envoie des empreintes, on fait les restaurations, elles sont renvoyées et il n'y a plus qu'à les poser. L'évolution de la technologie, l'apparition des biomatériaux, qui a considérablement évolué, les nouveaux canaux de communication technologiques et le rôle que chacun peut jouer dans toute la planification du traitement, tout cela a changé et donc cela nous impose d'adopter de nouveaux modes de fonctionnement entre le cabinet et le laboratoire. Voilà, et maintenant, voilà, et après cette petite introduction, je vais repasser tout de suite la parole aux prothésistes de Labocast qui vont vous donner un certain nombre d'informations importantes dans le fonctionnement entre le labo et les cabinets. C'est bon, Thierry, je vous ai nommé comme présentateur. Bonsoir à tous. Bastien n'est pas encore il est là. On commence par ma partie. Bastien, il est là. D'accord, ok. Donc Bastien, c'est à toi. Ça marche. Et donc le début de tout travaux va être la prise d'empreinte au cabinet dentaire. Donc nous, chez Labocast, on a l'habitude, comme Grégory aime le dire, de proposer des solutions 360 degrés autour de la prothèse. Et donc ça va démarrer dès la prise d'empreinte. Vous savez qu'on propose chez Labocast depuis maintenant 5 ans quasiment les caméras Medit, qui ont été une grande avancée pour le numérique en général. Ils ont permis de démocratiser l'usage des caméras, de faire baisser les prix, et puis d'apporter des outils véritablement efficaces et de les mettre à la portée de tous. On peut y coupler à ça l'appareil de teinte répliqueur qu'on commercialise également chez nous, qui va vous permettre de prendre des renseignements sur vos patients afin de nous les transmettre précisément pour pouvoir réaliser la prothèse derrière. J'ai la main sur la diapo. Non, je vais passer à Thierry. Ouais, sinon on peut je vous précise, c'est très international. Bastien est aux Pays-Bas, au fin fond des Pays-Bas, à la frontière avec l'Allemagne. C'est pour ça qu'il n'est pas visible. Il a très peu de Wi-Fi. Il est sur son téléphone portable. Bastien, ça te va? Oui, ça me va.
Et donc, avec ces ordinateurs qu'on fournit à nos praticiens pour faire tourner la caméra Medit, on va mettre en place sur cet ordinateur des différents outils qui vont nous permettre de communiquer avec nous, de pouvoir voir nos vidéos tutoriels, de pouvoir consulter des articles. Et donc, tout commence dès le fond d'écran sur le bureau. Vous voyez qu'on a en bas le numéro de téléphone du support qui est joignable directement donc au 01 53 38 10 43. Ce support est également disponible par mail à l'adresse support@labocast3d.fr. Et en fait, ces mails arrivent dans un système qu'on appelle Freshdesk chez nous, qui nous permet de centraliser tous les tickets pour pouvoir les traiter. Donc, ce portail Freshdesk client, il est accessible aussi depuis le bureau sur la petite icône support. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page internet sur laquelle vous allez pouvoir nous envoyer ce qu'on appelle un ticket pour nous faire une demande de support, de renseignement pour une prise d'empreinte. Et ces tickets vont être traités par Tom, Andrea, Gérard et moi au niveau du support. On retrouve également sur le bureau de l'ordinateur une petite icône vers l'application SOS Scan, ainsi qu'un lien vers notre groupe Facebook où vous pouvez partager vos cas, poser des questions. Et on a également des icônes qui pointent vers notre chaîne tutoriel Labocast 3D sur YouTube, où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos. On peut passer à la diapo suivante. Donc l'accompagnement des praticiens pour la prise d'empreinte avec le système Medit notamment se fait vraiment dès le départ à l'utilisation de l'ordinateur et de la caméra. On va pouvoir apporter à cela, en plus de la formation qu'on dispense en cabinet et qu'on est capable de faire également en distanciel, le portail client Freshdesk que je vous évoquais il y a quelques secondes. Et donc en fait, sur ce portail client, vous allez pouvoir consulter des articles qui ont été créés directement pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir vous expliquer des prises d'empreintes en images avec des photos, des captures d'écran. De là, vous allez pouvoir également nous envoyer un mail et puis consulter la liste de vos tickets, qui sont en fait les échanges avec notre partie support pour tout ce qui est SAV et demande d'information. Diapo suivante, Thierry, s'il te plaît. Oui. On a également comme outil qui est pas mal suivi, pas mal consulté et qui sert pas mal, c'est nos vidéos tutoriels sur YouTube. Alors, pour tout ce qui est utilisation de la caméra, prise d'empreinte particulière, avec des scans body, avec des scans post. Et on a depuis quelques semaines Gérard Duminil, le docteur Gérard Duminil, qui a rejoint notre équipe, qui nous a fait également pas mal de petites vidéos sympas. Le gros avantage de Gérard, c'est qu'il peut nous apporter toute la partie clinique qui est filmée en cabinet sur des cas réels qu'on n'avait pas forcément sous la main quand on faisait ça sur des modèles ou autres. Voilà, donc cette chaîne YouTube Labocast 3D, elle est accessible depuis YouTube directement. Sinon, vous tapez sur Google Labocast 3D YouTube et vous allez atterrir sur notre chaîne. Il y a différents niveaux de formation au niveau des vidéos, du niveau 1 le plus simple jusqu'à un niveau 3 pour les utilisateurs les plus expérimentés. Et la diapo suivante, on va donc retrouver l'application SOS Scan dont je vous parlais tout à l'heure, qui est également accessible sur les ordinateurs qu'on vous délivre avec les caméras Medit. Donc en fait, c'est une application Android qu'on a créée, qu'on est capable depuis quelques mois de déployer sur Windows 11 également, et qui du coup est accessible sur vos ordinateurs. Donc au lancement de cette application, on retrouve une barre de recherche, la première image sur la gauche, centrale sur la diapo. Et donc soit vous cherchez directement dans cette barre de recherche ce qui vous intéresse, sinon vous allez pouvoir aller consulter nos articles et nos vidéos qui sont disponibles dans les icônes en bas de l'écran. Et donc ça vous sort des réponses en article et en vidéo, comme on le voit sur la deuxième image. Et en cliquant simplement sur la réponse, vous allez pouvoir consulter l'article à droite ou aller sur la vidéo qui est hébergée sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc vraiment, c'est un écosystème qu'on doit apporter aux clients, on doit être en mesure de pouvoir répondre à ces questions, de pouvoir l'accompagner, et ça commence vraiment dès la prise d'empreinte. À partir de là, une fois que la prise d'empreinte a été réalisée, elle nous est transmise via les portails des caméras ou qu'on récupère de façon classique par un coursier qui passe en cabinet pour les empreintes physiques. Et puis de là, il y a toute la partie prothèse qui va démarrer chez nous. Et je vais laisser Thierry prendre la main là-dessus. C'est son domaine. Très bien. Merci beaucoup. Bastien. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais reprendre certainement quelques petites données par
qui ont été évoquées par Edmond. Donc, au niveau de la communication praticien-laboratoire. Donc, j'insiste sur vraiment, tous les jours, nous recevons donc plusieurs centaines de commandes à traiter, que ce soit numérique ou analogique. Et donc, dans le flux de traitement de commandes avec mon équipe, on a besoin de beaucoup de clarté et de précision dans vos demandes. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment penser à nous, comme disait Edmond si bien tout à l'heure. C'est que voilà, vous avez peut-être quelque chose dans votre tête qui est assez précis, mais quand nous, par exemple, voilà, vous demandez, je veux un appareil, je veux une couronne céramique, je veux voilà des choses comme ça, une céramo-céramique, mais pour nous, ça veut dire tellement de choses. Donc tout ça, c'est des points de communication qui sont bloquants pour nous et donc qui nécessitent un appel, un contact et donc peut-être voilà du retard et dans le traitement de la commande. Donc important au niveau de la clarté d'être bien précis. J'évoque notamment quelques informations lorsque vous allez passer votre commande au laboratoire. De penser à donner nécessairement l'atteinte. Elle est souvent oubliée. Donc, le travail de mon équipe et de moi-même, c'est de filtrer tout ça au quotidien. Mais des choses peuvent passer et donc on est des fois amené à vous recontacter parce qu'il nous manque une teinte. Pensez à la nature précise du matériau. Comme je vous ai dit, je veux une couronne. On peut trouver une couronne, oui. Pour vous, c'était fluide. Vous attendiez une CCM, mais nous, on n'est pas, voilà, on peut pas tout savoir. Donc voilà, ça nécessite aussi des appels. Idéalement, chez nous, chez l'Abocas, c'est d'utiliser nos terminologies propres au laboratoire, de parler de monosire ultra, de la gamme format, de format zircon stratifié. Vraiment utiliser nos produits, plus vous serez précis et plus voilà, il y aura de chances que vous receviez en gros le travail que vous avez demandé et on évitera un peu les confusions. Préciser unitaire, solidariser, numérotation des dents. Les références complètes des scans post, la différence maintenant, on a énormément, 70% de nos commandes sont traitées en numérique, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements maintenant. Et donc les scans post, voilà, c'est plus comme avant en physique, on fait une empreinte et on ne se pose pas de questions. Là maintenant, souvent il nous manque les références des scans post, bien penser à nous communiquer à chaque fois que vous utilisez un scan post, la marque, le diamètre et la longueur pour éviter des retards. Préciser s'il y a des... Oui. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, avec les outils numériques, avec vos caméras, quand vous allez transmettre une empreinte au laboratoire, vous allez pouvoir ajouter des commentaires, des notes, des fichiers pour tout ce qui est photo, tout ce qui est CBCT aussi éventuellement. Donc, il faut vraiment se servir de tous ces nouveaux outils numériques pour pouvoir nous apporter les informations dont on a besoin au laboratoire, pardon, et qui vont vous être demandées si elles n'ont pas été fournies. Oui, parce que c'est vrai que voilà, cet outil numérique permet d'adjoindre des photos, voilà, plein de pièces jointes directement accompagnées avec vos scans. Donc, c'est vrai que c'est plutôt que les envoyer en parallèle avec des photos et idéalement, comme vous nous envoyez votre commande via Medit ou un autre système, vous n'avez pas de numéro de commande que nous, on va créer en interne. Donc, en gros, il y a un décalage et parfois, on a du mal à matcher les photos. Donc, idéalement, de tout réunir au même endroit quand vous passez par le flux numérique en pièces jointes, tout ce qui est répliqueur, teinte et photos ou autres pièces. Important pour nous chez l'Abocas de communication par mail, toujours communiquer le numéro de commande. Donc numéro de commande, si en numérique vous l'avez, c'est l'identifiant de la caméra numérique. Maintenant, si vous êtes encore en flux analogique, à chaque fois, idéalement de garder le 4e volet de la commande et toujours le mettre dans le dossier du patient et lorsque vous avez besoin de renseignements, vous nous communiquez directement ce numéro de commande, ça permettra de fluidifier les échanges. Et j'interviens aussi de bien penser à vérifier les empreintes. Donc, vous avez un outil magnifique maintenant qui est la caméra, le scanner intraoral, qui vous permet, vous avez la chance de voir directement en 3D vos empreintes et d'éviter de vous rendre compte directement que il y a des manques un peu par-ci par-là et de pouvoir filtrer et de reprendre un complément pour éviter que nous, on soit bloqué par la suite. Donc, alors, par rapport au traitement des différentes commandes, on peut être en mesure, l'Abocas aujourd'hui, de proposer des solutions avec vous pour notamment utiliser sur des cas plutôt complexes, des réhabilitations totales. Donc, on analyse des cas, ce qui s'appelle chez nous l'Abocas Smile Design.
Donc, à l'aide de trois photos avec écarteur que vous voyez un petit peu en bas sur la gauche, on a une simulation qui va vous être faite sur les paramètres, si je puis dire, idéaux anatomiques de l'être humain. Et donc, on va vous proposer une solution idéale pour une réhabilitation que vous allez pouvoir intégrer au visage du patient. Donc là, on a juste besoin d'empreintes numériques et de trois photos. Et donc, on vous propose ce projet que vous validez avec votre patient. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant pour valider des gros devis avec des patients. Ben, ils se sont quand même plus rassurés de voir, de se projeter avec ça. Et donc, à C'est ce partir qu'on de là, appelle un outil qui permet d'aider à la décision dans la relation avec votre patient. Et entre le laboratoire, ça donne une clarté, une précision dans ce que vous souhaitez et on travaille le projet numérique ensemble, mais ça vous permet aussi, vis-à-vis de votre patient, d'avoir un argumentaire, d'avoir une prise de décision plus facile, plus simple pour lui, car il peut se projeter. Oui, tout à fait, Grégory. Et donc, une fois qu'on a validé ensemble ce design, bon, il est tout à fait modifiable. Et après, une fois que c'est validé définitivement, on peut vous imprimer cette simulation en 3D sur des modèles stéréolithographiés et vous faire une clé en silicone qu'on appelle l'outil. Et cette clé vous permettra de faire un mock-up directement de cette simulation au fauteuil et donc de proposer qu'il se rende compte directement le patient en bouche de la situation, ce que ça pourrait donner au niveau prothétique. Donc voilà un outil intéressant à proposer pour rassurer et voilà, aider, comme dit Grégory, à la décision finale de valider le devis. Je vais vous parler un peu de la communication qu'on a entre nous, laboratoire sur Paris, et nos sites de production. Donc on a un support technique où on est en relation en direct avec nos laboratoires, justement pour relever toutes les anomalies, les ambiguïtés que le laboratoire peut nous remonter si nous on nous on essaye avec mon équipe de filtrer au maximum, mais après au niveau des empreintes, bon, il peut y avoir d'autres choses qui sont relevées. Donc nous on est là à discuter. Je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a un support qui se présente comme ceci, où on a nos différents laboratoires avec qui on communique. Donc, on communique notamment avec, sur la gamme Excellence, qui est dédiée au numérique et à l'analogique également, sur l'Asie. Et donc voilà, on a des types de commandes qui sont triées par catégorie. Donc, on parle en anglais avec la Chine. Et donc, il nous remonte des informations, des manques d'empreintes, au niveau des manques de teinte qui peuvent passer, des problèmes de hauteur, d'occlusion. Donc, ça se présente comme ceci. On a un système aussi de régions, c'est-à-dire elles sont classées en fonction des clients. Et donc, voilà, des prothésistes dédiés peuvent s'occuper de vos cas. Et il y a une répartition qui est faite de façon homogène avec les différents membres de mon équipe. Donc là, vous voyez sur la droite, il y a un petit onglet qui vous dit que tout ça, c'est les nouvelles questions. Donc, tous les jours au quotidien, on a les nouvelles questions qui viennent et on a des anciennes qu'on doit suivre également pour les praticiens que nous n'avons pas réussi à joindre. Donc, voilà des types de questions qu'on peut avoir où voilà, il nous remonte qu'il y a des manques sur le scan. Donc, vous pouvez le voir. Ça, c'est une grande chance que vous avez au niveau avec vos caméras pour les praticiens qui sont en numérique, de voir qu'il y a des manques. Donc, il n'y a pas beaucoup de… C'est dommage de laisser passer des empreintes comme ceci. Donc, on voit l'enregistrement d'occlusion. Donc là, ils nous disent qu'il y a une anomalie, il y a des manques. Il faudrait reprendre un scan. On préconise de enregistrer une occlusion. Donc, tout ça, en flux numérique, vous avez un outil merveilleux qui pourrait vous éviter justement toutes ces questions par rapport à l'analogique. Donc, vous avez… Oui. Là, c'est ça. Vous avez vraiment les mêmes outils que le prothésiste, c'est-à-dire vos yeux et l'empreinte qui apparaît sur l'écran pour pouvoir vérifier que tout est correct. Voilà, donc ça permet vraiment de filtrer au maximum. Vous avez la chance de pouvoir filtrer avant nous et de nous amener l'empreinte la mieux possible, la plus belle possible. Et donc je vous attendez, excusez-moi. Donc là, par exemple, pour un cas implantaire, on nous a demandé de bridger 2 couronnes, mais au niveau avec l'empreinte sur les scans body, normalement, on aurait dû se rendre compte, le praticien, vous auriez pu vous rendre compte que voilà, c'était convergent
et qu'il allait avoir forcément un souci. Donc là, bah voilà, on se retrouve un peu coincé. Il y a des pièces à commander. On va proposer éventuellement d'autres solutions, de passer en unitaire, de passer en scellé. Voilà, il y a différentes problématiques. Donc voilà comment ça se passe. On propose aussi également la chirurgie guidée, en faisant des guides chirurgicaux numériques. Donc là, on a un pôle implantaire qui est dédié à ce type de commande. Donc là, vous avez simplement à nous fournir des empreintes numériques et des DICOM au CONBIN. Nous allons matcher tout ça ensemble et nous allons vous proposer sous 72 heures maximum c'est-à-dire un projet via FreeShape Studio. Vous allez valider avec les différents diamètres et longueurs des implants que vous nous aurez donnés. Vous validez tout ça, on le valide ensemble et une fois qu'on est bon, on peut lancer la production et vous recevez votre guide et vous pouvez poser de façon idéale des implants en bouche. J'ai une dernière chose à vous dire. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez suivre en temps réel sur votre espace client le statut de vos commandes. Donc sur MyLabocast, normalement, vous avez tous vos identifiants et vos mots de passe. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez nous contacter, l'avocat, vous avez nos coordonnées. Et donc, par rapport à ça, très important de penser à chaque fois à les regarder là parce que vous allez avoir une petite note qui vous informe du statut. S'il n'y a rien marqué par défaut, c'est que tout va bien, elle est en coproduction. Mais si nous sommes en attente, vous pourrez voir des fois en attente de photos, en attente d'empreintes, en attente de réponses, retard pour X raisons de transport. Voilà, tout ça vous permet de savoir et de vous alerter s'il y a le moindre souci qui peut bloquer l'avancement de votre prothèse. Donc voilà pour les infos, les informations importantes qui peuvent vous aider un petit peu à mieux comprendre le quotidien au niveau du prothésiste et du traitement de vos commandes. Et voilà, si j'ai pu vous donner quelques petites informations pour essayer de fluidifier tout ça, être le plus précis, le plus concis possible. Et voilà, de façon à fluidifier tout ça. Un petit dernier mot sur ce qu'on propose aussi, c'est le Labo Viewer. Donc c'est en gros wax-up qu'on faisait, mais de façon, on le fait plus à la cire. C'est possible encore également, mais là c'est un wax-up digital en gros, et on peut vous faire une simulation comme ça avec les petits curseurs. On vous envoie un lien Exocad. Avec les petits curseurs orange sur le côté, vous pouvez les faire varier de gauche à droite pour voir en transparence la simulation. Là, en l'occurrence, en blanc, vous avez le design qui est fait, et en bleu, c'est les dents qui sont initialement en bouche. Donc, vous pouvez un peu balayer tout ça. Et une fois qu'on a validé ce design, on peut également vous imprimer le modèle et vous faire une clé en silicone qui vous permettra de faire un mock-up en bouche. Et donc, tout ça, de faire une simulation de facettes, vous aider dans la réhabilitation prothétique également, quoi. Donc, voilà, c'est une alternative entre le wax-up analogique, si je puis dire, à l'ancienne, le smile design qui est un peu plus complexe et plus précis par rapport adapté à des gros traitements. Mais là, maintenant, autant passer par les wax-up digitaux, le Labo Viewer, et ça permet aussi de proposer des choses. D'accord ? Merci Thierry pour voilà. toute cette présentation. En fait, c'était simplement pour montrer l'étendue des outils qui sont à disposition aujourd'hui entre un cabinet et le laboratoire et le cabinet, qui vont même jusqu'à des outils de communication avec le patient. Et évidemment, on communique beaucoup par email, on communique pour certains en respectant la RGPD par WhatsApp, on communique essentiellement aussi par téléphone avec vous, mais il est important d'avoir une vision globale. C'est pour ça que c'était important que Thierry le mentionne aussi. Il y a une communication entre les laboratoires de fabrication qui est permanente, quotidienne, sur tous les détails qui amènent à une constance dans la réalisation de vos prothèses. Je redonne la main à Edmond et merci Bastien, merci Thierry pour cette présentation. Hop, tu es à nouveau, Edmond, le présentateur. Voilà, alors on va y arriver. Tac. On passe en... Voilà, on va supprimer le mode présentateur. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire un survol rapide maintenant des points clés pour établir une bonne relation. J'ai vu 3 étapes. La première, c'est
bien établir des règles de fonctionnement qui soient acceptées des deux côtés. Ensuite, c'est apprendre à mieux communiquer entre soi. Et enfin, troisième point, c'est bien coopérer. Tu peux enlever le petit carré en haut à droite, Edmond. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, merci. Voilà. Oui, donc ça, je vais enlever la caméra aussi d'ailleurs, parce que voilà. Donc, mais avant ça, je voudrais rapidement poser le cadre et juste donner 2-3 informations. En particulier, je voudrais rappeler les responsabilités mutuelles entre le labo et le cabinet. Donc, j'ai cherché pas mal d'articles, j'ai cherché des articles sur le sujet concernant les relations entre les cabinets et le labo, et très curieusement, dans la littérature scientifique, il n'y a pas grand-chose. Un des rares, des derniers articles qui est récemment sorti, c'est un article roumain et qui est en fait le reflet d'une étude. Ils ont fait une espèce de sondage auprès de 60 laboratoires et ils ont essayé de voir un petit peu le degré de discussion entre le labo et le cabinet. Et en fait, on se rend compte que il y a extrêmement peu, une majorité de cas où il n'y a pas de discussion du tout, puisqu'on n'est pas loin de 70% de cas où il n'y a jamais de discussion entre le labo et le cabinet, 27% de cas où ils se parlent de temps en temps parmi les labos, hein. Et enfin, souvent ou jour, il n'y en a carrément jamais, quoi. 2% de souvent. Donc ça, c'est quand même un indicateur qui est un indicateur très important pour inciter les praticiens et les prothésistes à communiquer entre eux. Alors j'ai l'impression qu'il y a un deuxième micro qui est ouvert derrière. Non? Peut-être, voilà. Alors je voudrais donc maintenant rentrer un peu plus dans les responsabilités mutuelles. Et il est évident que ce n'est pas réaliste de s'attendre à obtenir des résultats satisfaisants si le praticien et le laboratoire n'ont pas une expérience approfondie de la compréhension du fonctionnement de l'autre partie, en fait. C'est-à-dire que si le labo ne sait pas comment fonctionne en détail le cabinet, si le praticien, voire l'équipe dentaire, ne sait pas précisément les différentes étapes du cabinet, de fonctionnement d'un laboratoire, eh bien, il y a de très fortes chances qu'il y ait une incompréhension et qu'à un moment donné, on se retrouve avec des tensions. Donc, avoir une compréhension approfondie du travail de laboratoire, pour moi, c'est une des responsabilités des membres de l'équipe dentaire, du cabinet. Mais en revanche, en sens inverse, si le prothésiste ne rentre pas dans la logique de traitement du praticien et qui veut imposer sa propre logique de traitement, ben là aussi, on va aboutir inévitablement à des tensions, comme à un décalage de conception des armatures ou de la forme des couronnes céramiques, etc. Donc, il y a un problème de responsabilité mutuelle, ce qui demande, c'est pour ça que je parle de la notion de partenariat, qui sous-entend un effort volontaire de chacun des deux côtés de comprendre le fonctionnement de l'autre côté. Après, examinons d'abord les responsabilités du praticien. Je pourrais développer, mais je vais faire un survol dans le cadre qui nous est imparti. Bon, d'abord, je rappelle que quand même, juridiquement, même si c'est le labo qui réalise la prothèse, ben c'est le praticien qui est responsable juridiquement de la réalisation du traitement. Ensuite, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, eh bien, plus vous donnez de détails, plus vous avez de chances que la prothèse réponde à vos attentes. Et moi, je vais même jusqu'à donner, j'ai même dit, je n'ai pas envie de donner le nom, mais un élément important, c'est l'âge, le sexe, homme-femme, ce n'est pas du tout la même chose, en particulier pour la morphologie de certaines dents, les habitudes de mastication, le type de restauration, le matériau utilisé. Enfin bref, plus je donne de détails, plus j'ai de chances que ça corresponde à mes attentes. Ensuite, évidemment, il faut fournir des préparations, des empreintes ou des enregistrements occlusaux qui soient exploitables par le praticien. Surtout maintenant, avec franchement les empreintes numériques,
quand on voit qu'il y a un manque quelque part, on n'est pas obligé de reprendre complètement l'empreinte, on reprend que la partie qui est manquante ou qui ne va pas. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est juste une question d'attention, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des modèles en positif. Les modèles, ils sont pas, comme a dit Bertrand tout à l'heure, les modèles, enfin, on a les mêmes outils que le labo. Donc, les yeux et les modèles, quoi. Donc, là aussi, c'est une facilité. Une chose qui est importante quand même pour le prothésiste, c'est quand même que la préparation, quand on parle je parle de prothèse fixée, la préparation coronaire, il faut qu'elle soit correcte. Je ne dis pas qu'elle doit être sans arrêt exceptionnelle, mais il faut quand même que les contours aient un minimum qui soient un minimum exploitable, sinon c'est pas possible. Donc, également, donc, préciser en cas de doute même, les limites de la prothèse, quelles zones, si c'est de l'amovible, les zones à soulager, la conception globale de la prothèse amovible, etc. Fournir donc les instructions sur le matériau, la teinte et la morphologie de la dent. Et là aussi, si le labo vous appelle en disant, voilà, on a un problème, on a un doute sur une zone, eh bien, vous devez ou pas donner votre accord pour que le labo poursuive la réalisation de la prothèse. Alors, toujours dans les responsabilités du praticien, évidemment, il y a des responsabilités de base en matière d'hygiène. Bon, mais là, je passe très vite. Il faut également que les empreintes soient placées dans des conteneurs qui soient vraiment appropriés, pas éviter tout mouvement si jamais c'est une empreinte physique, quoi, on va dire. Ensuite, si jamais vous avez un travail qui vous est envoyé qui ne vous convient pas, eh bien, je vous invite évidemment, après avoir appelé le prothésiste, à renvoyer le travail. Mais ça, c'est une évidence, mais quand même, parfois, selon la pression que vous met le patient, on a tendance à essayer de faire rentrer à tout prix la prothèse pour gagner une séance. Et évidemment, c'est tout à fait déconseillé. Enfin, utiliser le même teintier que le labo. Et évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez la possibilité, selon l'étendue du traitement de la prothèse, de réaliser des photos, tout cela est très important, surtout que maintenant, avec le numérique, c'est transmis extrêmement vite. En implantologie aussi, je voulais dire un mot sur l'implantologie. C'est important de mentionner le type d'implant, la durée pendant laquelle le patient devra porter les prothèses provisoires, et enfin, si la prothèse finale est scellée ou vissée, bon, évidemment. Mais quand même, je rejoins l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire que plus je donne de détails, moins il y a de problèmes au final. Alors, à côté de ça, il y a la responsabilité du prothésiste. La responsabilité du prothésiste, bien évidemment, c'est de respecter les consignes données par le praticien, et donc ça demande quand même une certaine souplesse mentale de la part du prothésiste, puisque lui, il a affaire à toute une pléthore de praticiens, et il doit être capable de s'adapter à la demande de chacun de ces praticiens. Et chacun, vous savez, a ses petites habitudes et ses petites manies, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Évidemment, reproduire la teinte, donc ça passe pas vite. Respecter les délais, renvoyer le cas au praticien s'il y a des doutes sur ou bien le montage ou l'enregistrement d'occlusion, etc. Donc là aussi, c'est un peu la responsabilité du labo, là aussi, de dire quand ça ne va pas et que c'est vraiment pas du tout exploitable. En revanche, là aussi, si pour une raison quelconque, on décide de ne pas réaliser le traitement, la prothèse, de prévenir le cabinet le plus tôt possible pour que lui-même se répercute cela auprès du patient, évidemment. Enfin, dans le prothésiste, bien pareil, lui aussi, il a quand même des normes de contrôle de l'infection respectées, désinfection, donc tous les travaux qui proviennent du cabinet. Ça, c'est pour protéger le personnel du labo. Hein. Ne pas facturer directement le patient, donc ça va de soi, mais je préfère quand même le répéter. Autre chose aussi, lorsque vous externalisez, eh bien, il va de soi que le patient doit être au courant. Et enfin, inclure un certificat qui authentifie le fameux certificat de conformité. Bon, ça, ce sont des obligations légales, mais quand même, même aujourd'hui, il y a encore des labos qui ont un peu de mal à les donner. Donc,
C'est pas du tout le cas de l'avocat. Edmond, tu mentionnes ça. On n'a jamais évidemment manqué à nos obligations qui sont parties de la directive européenne 93-42. Mais malheureusement, en ce moment, on livre sans nos déclarations de conformité, comme le système informatique a été mis à plat, et on va rattraper toutes les déclarations de conformité manquantes de ces 10 derniers jours. D'ici la fin du mois, on est déjà en train de tout saisir, évidemment. Mais tu mentionnes quelque chose qui est manquant en ce moment chez nous. D'accord. Ah, effectivement, mais là, c'est évidemment conjoncturel, quoi. C'est pas un truc, c'est exceptionnel, quoi. Hein. Non, mais d'ailleurs, c'est un des avantages de travailler avec une entreprise qui est structurée comme une vraie entreprise, c'est que les choses sont faites dans les règles de l'art sur le plan juridique. Hein. Donc, voilà. Après, alors, donc, 3 étapes, disais-je. Donc, convenir de règles de fonctionnement sur lesquelles on tombe d'accord, bien communiquer et bien coopérer. Alors, donc, étape 1, les règles de fonctionnement. Personnellement, je considère que c'est une des clés de relations fluides entre le labo et le cabinet. Alors, dans le processus de travail efficace, qu'est-ce que j'ai noté? D'abord, évidemment, la qualité. Donc, les normes de qualité devraient être à même de garantir la qualité des travaux. Hein, ça passe peut-être par la mise en place de procédures de vérification. Je sais que c'est le cas chez l'Abocast. Également par des enquêtes de satisfaction auprès des patients et une sensibilisation de l'ensemble des équipes du labo et du cabinet par rapport à ces normes de qualité. Donc là aussi, je rappelle que bien définir le rôle et les responsabilités de chacune des parties, c'est déjà 80% du travail. Hein. Les délais, alors là aussi, les délais, c'est crucial pour la crédibilité du laboratoire. Et là aussi, il faut donner quand même des délais, un retard toujours possible, hein, évidemment, mais l'idée, c'est de donner une fourchette réaliste des délais. Et il y a une autre chose qui est importante, lorsqu'il y a un travail qui est important à réaliser, c'est que plus la planification globale du traitement est précoce, et plus on est dans le respect des délais. Hein. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment, tout le temps qui peut être passé en amont au début du traitement entre les labos et le cabinet, ça sera autant de gagné dans la réalisation du traitement. Après, il y a les coûts. Bon, là aussi, enfin, bon, je passe très vite parce que pour l'Abocast, vos coûts sont affichés, etc. Mais respecter les coûts, qu'il n'y ait pas d'augmentation sans être prévenu, ça fait aussi partie du professionnalisme et de la bonne qualité des relations entre le labo et le cabinet. Ensuite, il y a le suivi des résultats, c'est-à-dire que là aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'enquête de satisfaction auprès des patients, mais également, on peut s'intéresser à la satisfaction des deux équipes. C'est-à-dire qu'on peut avoir le ressenti de l'assistante ou de la secrétaire du cabinet ou des différents membres du laboratoire. Là aussi, c'est important de recueillir les commentaires de chacune des deux équipes. Et enfin, un autre point clé, c'est de préétablir le comportement et le fonctionnement en cas d'imprévu. Et sachez que les imprévus sont inévitables, que ce soit les échecs, les plaintes. Dans le cas d'échec, qu'est-ce qui se passe si le travail doit être fait? C'est très important dans les règles de fonctionnement que les choses aient été prévues au départ, que les choses soient claires entre le labo et le cabinet. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où le patient n'est pas content? Imaginons même que fonctionnellement, le travail a été réalisé correctement, mais c'est surtout sur le plan esthétique, hein, mais que esthétiquement, le patient émet des plaintes sur la qualité du résultat. Comment ça se passe? Et moi, ce que je recommande toujours, c'est de désigner une personne, aussi bien au cabinet, alors ça peut être l'assistante, ça peut être le praticien, qu'au laboratoire, comme responsable de la gestion des imprévus. Ou alors, par exemple, il y a aussi,
je ne sais pas si j'en parle un peu plus loin, je ne crois pas, mais la gestion des cas d'urgence. Imaginons qu'il y ait une urgence. Voilà, une prothèse doit être réalisée plus rapidement qu'habituellement. Comment ça se passe? Il y a une fracture d'une incisive centrale, et il faut rapidement réaliser le traitement. Comment ça se passe? Tout ça doit être anticipé. C'est une des clés pour avoir des bonnes relations au sein du cabinet. Pardon, entre le labo et le cabinet. Après, il faut optimiser la technologie. Bon, là aussi, c'est vrai qu'avec les technologies numériques, les échanges sont beaucoup plus fluides. Et moi, je suis partisan, plutôt que de se téléphoner, de faire soit des visios où on peut partager des fichiers, mais surtout de montrer, d'avoir une image, une photo ou un scan sur lesquels on peut discuter. C'est beaucoup plus parlant. Une image vaut 1000 mots. Alors que le téléphone, on va expliquer que la forme de cette latérale doit être de telle façon ou de telle façon. Alors que si vous prenez un dessin, vous corrigez, basta, quoi. Donc, Edmond, on a une question. Oui, bien sûr. Pardon. On a une question. Existe-t-il une plateforme ou des plateformes et lesquelles qui permettent d'échanger entre un laboratoire et un cabinet et cabinet-laboratoire sur les cas prothétiques? Ben, il me semble que vous en avez, non, chez vous, ou pas? En fait, c'est toutes les plateformes. Alors, nous, on en a en interne, mais ce sont essentiellement les plateformes. Et aujourd'hui, c'est 7 commandes sur 10 chez nous. C'est toutes les plateformes, que ce soit MeditLink pour les utilisateurs de Medit, Cerec Connect pour les céréquistes. Il y a évidemment toutes les marques. Et nous, on est capable de traiter tous les fichiers. On est connecté avec l'ensemble des caméras. Et ce sont des e-plateformes où il y a un détail qu'on n'avait pas jusque-là du niveau de commande. Oui, alors là, on peut y avoir un partage de fichiers, mais alors peut-être que la question s'adressait aux empreintes physiques, quoi, hein. C'est-à-dire, Oui. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est là où on a nos bons de commande qui doivent être dûment remplis, qui peuvent être accompagnés évidemment d'une note plus détaillée d'observation de la part des praticiens et à nous après de l'interpréter et d'échanger avec lui. Mais je suis partisan de vraiment des images et d'une communication utilisant des moyens digitaux. Parce que on voit les choses. Tu vois, c'est beaucoup. Il y a un échange simultané et immédiat. Alors que, voilà, comme on le fait là, par exemple, on peut discuter, il y a une diapo. Bon, si la forme de cette incisive centrale ne me convenait pas, j'aurais expliqué, j'aurais peut-être pu modifier avec un logiciel comme Paint ou n'importe quel logiciel de dessin. Je peux modifier la forme. Et là, c'est immédiat. C'est ma vision de la communication entre le cabinet de labo, c'est de faire appel aux technologies numériques de communication. Alors là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Zoom, ça peut être WhatsApp, ça peut être tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas pour ceux, alors, soit il y a les plateformes des caméras, soit on peut utiliser les plateformes de grand public, quoi. Il n'y a aucun problème avec ça, hein. Après, nous, on a même des praticiens qui utilisent ça, qui ouvrent l'Exocad via leur smartphone et qui nous font ils nous retracent l'image, ils nous disent voilà, rallongez le bord et c'est en direct, quoi. Exactement. C'est beaucoup plus pratique quand on voit. Donc moi, j'invite vraiment à partager numériquement des images. C'est beaucoup plus parlant. Et c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est un changement d'habitude, hein, on est d'accord. Mais franchement, ceux qui le font régulièrement, moi, je me suis rendu compte que ça fait gagner un temps important, quoi. Continue. Respecter la réglementation, mais je vais passer très vite, parce que bon, sécurité, hygiène, gestion des déchets, bon, allez, on va passer rapidement. La confidentialité, je voulais dire un mot sur la confidentialité. La confidentialité, pour moi, évidemment, c'est le respect de la RGPD, mais j'ai vu que vous êtes totalement dans les clous. Mais au-delà de ça, même le coursier, il faut qu'il soit tenu à la confidentialité, parce qu'il peut y avoir des noms sur les modèles ou sur les empreintes. Et là aussi, tout le monde doit être conscient de l'importance aujourd'hui que revêt la confidentialité et des implications juridiques que ça peut entraîner à moyen et long terme. Et j'ai même rajouté aujourd'hui dans la réglementation la responsabilité, le RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises avec
cette notion d'assumer en tant qu'acteur de la santé publique, d'assumer tout cet aspect de traçabilité, de gestion des déchets, d'écologie, etc., etc. Et je pense que l'utilisation de matériaux recyclables, durables et la sensibilisation de l'ensemble de l'équipe, c'est quelque chose qui devrait faire partie demain de base des cabinets. Alors j'arrive à l'étape 2, bon, on va avoir quelques minutes de retard, mais je préfère aborder tout le sujet, bien même si je survole, mais j'essaie de donner vraiment des points pratiques que vous savez, mais là j'essaie de tout mettre en forme et bien en ordre. Étape numéro 2, bien communiquer. Alors là, bien communiquer, évidemment, c'est aujourd'hui c'est une tarte à la crème, on va dire, tout le monde parle de communication, mais je rappelle quand même que plus on est clair, plus on s'assure qu'on a été compris et plus la confiance existe entre les professionnels. Alors moi, je vous pose la question, comment s'établit la confiance entre le laboratoire et le cabinet? Comment faire? Allô? Quelqu'un est là? Tout le monde est prêt. On est là. On attend le dénouement. Comment on établit la confiance entre le labo et le cabinet? C'est en établissant ce que tu as expliqué, des règles saines dès le démarrage qui permettent, dès les premiers cas, d'établir un standard ensemble et de répondre aux attentes et du cabinet et du praticien. Et évidemment, ce que je répète à mes équipes au quotidien, c'est la satisfaction des patients. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante vue du côté du praticien, c'est que les praticiens, ils doivent avoir confiance dans la qualité des travaux réalisés. Et pas se dire oui, mais bon, c'est pas trop mal, mais bon, je suis pressé, j'ai pas le temps, ou alors bon, le patient me met la pression. Non, je pense que c'est important que de base, le praticien ait une confiance dans la qualité des travaux réalisés. Sinon, à un moment donné, dans la relation, ça transpire. Et j'insiste là-dessus, d'où l'importance de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de dire très vite quand les choses ne vont pas, et pas d'attendre qu'il y ait plusieurs problèmes qui surviennent avant, au bout du compte, avant d'exploser, quoi, quelque part. Et tout de suite être dans la menace, je vais partir, etc. Donc moi, pour moi, c'est un élément central, cela. Donc, être conscient de la qualité des travaux, mais réciproquement, le labo, il doit avoir également confiance dans la qualité du travail que réalise le praticien. Et là, si on est dans une logique, comme j'ai dit tout à l'heure, de partenariat, eh bien, on peut éviter les non-dits et de façon un peu comment dire, diplomatique, essayer d'aborder certains sujets délicats. Et tout le monde doit être prêt à entendre, que ce soit le labo, que ce soit le cabinet. Hein, on doit entendre que dans certains cas, il y a peut-être des moyens de faire autrement. Mais au bout du compte, pour moi, la confiance d'abord, c'est quelque chose qui se prouve, qui se construit dans le temps. Et je rappelle que c'est quelque chose qui est très fragile aussi. Que un cas qui se passe mal, et qui est mal géré relationnellement, peut entraîner une déception très importante de la part du praticien. Et donc pour moi, la chose importante, pardon. Pardon, alors c'est pas une question aussi, c'est une affirmation et il a bien raison, c'est de se rencontrer aussi physiquement, de faire des points, pas que quand ça va mal, mais d'établir une relation et de venir au cabinet, de venir au laboratoire, de se rencontrer lors de salons, ça a du sens évidemment, toujours en termes de communication et de relation. Absolument d'accord. L'idée, c'est de faire de la prévention relationnelle. C'est-à-dire de ne pas attendre, de ne pas communiquer uniquement quand ça ne va pas. Donc déjà, effectivement, se rencontrer, ça c'est l'idéal. Maintenant, comme certains quand même cabinets sont en province, à distance, etc., ben moi je suis pour l'idée d'avoir des réunions en visio. Même si ça n'est pas aussi bien
que quand on se voit en face à face, mais je suis pour, parce qu'il faut savoir qu'en matière de communication, la quantité de contact compte autant que la qualité du contact. Je répète, la quantité de contact compte autant que la qualité de contact. C'est-à-dire que plusieurs visios de 2-3 minutes sont aussi importantes qu'une visio de 3/4 d'heure, par exemple. Mais à condition qu'elle soit régulière. La notion de régularité est un élément central pour une bonne communication. Et moi, ce que j'ai noté, non, c'est pas ça que je veux du tout. Voilà, je vais passer ma diapo. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication ne peut pas être à sens unique. Ça, c'est dépassé. C'était avant. C'était au XXe siècle, quand j'ai démarré mes études. On était les grands docteurs et le labo, c'était un sous-fifre du praticien. Ça, c'était avant. Avec l'avènement des nouvelles technologies, la planification des traitements, les conceptions, la conception, etc. Ça doit être un partage. Et plus on est dans le partage, plus on est dans un travail collaboratif, et meilleur est le résultat et donc la satisfaction du patient. Allez, je continue, je passe vite, je pourrais en parler longuement de la confiance, mais on a beaucoup de choses à voir encore. Bien communiquer, donc la bonne communication, comme j'ai dit, améliore la confiance, et peu de gens, peu de praticiens, peu d'assistants, peu de monde en général prend conscience des pertes de temps considérables qui sont dues à une mauvaise communication. Mieux vaut passer un petit peu de temps au tout début, et ce temps passé initialement, ça peut être énormément de temps gagné au cours de la réalisation des traitements. Donc, la communication efficace, on l'a vu. Donc, pour moi, une communication efficace, c'est, vous l'aurez compris, une communication claire et constructive. Parce que vous savez comment ça se passe. Dès qu'il y a le moins de problèmes, on est tous à cran. Tout le monde est à fond, on n'a pas une seconde, tout le monde court, ok. Dès qu'il y a un problème, eh bien, il y a une, comment on appelle ça, il y a une bouffée émotionnelle, et là, c'est tout à fait presque naturel de s'en prendre à l'autre partie. Eh bien, si on veut établir une communication professionnelle dans le cadre d'un partenariat, même quand on a des reproches à faire, ça doit être fait de façon constructive et non pas dans un jugement de valeur. Ça, c'est un élément vraiment essentiel. Aujourd'hui, j'insiste beaucoup dans mes formations sur la notion de professionnalisme, et on n'est plus comme avant. C'est-à-dire que c'est plus, on s'étripe et on est dans une espèce de tension émotionnelle qui est absolument contre-productive dans tous les cas de figure. Donc, la communication doit être constructive, ce qui sous-entend qu'on doit développer des compétences interpersonnelles. Et je rappelle quelles sont les compétences, les composantes de la communication. Dans les compétences interpersonnelles, il y a l'émetteur, le récepteur, le message, et il y a toute une série d'obstacles qui nous empêchent d'entendre correctement le message émis par l'émetteur. Et j'ai une diapo que je passe souvent pour montrer cela, c'est comment s'effectue l'émission d'un message. Donc, ça paraît tout simple de dire, il y a celui qui parle, c'est l'émetteur, et il y a celui qui écoute, c'est le récepteur. Et entre les deux, il y a un message qui est émis. La réalité de la communication, et depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est très connu, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est que les récepteurs envoient en retour ce qu'on appelle un feedback, ne serait-ce par la communication non verbale, des mimiques, des gestes, etc., qui font comprendre à l'émetteur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, autour de ça, il y a également, au-delà du feedback, tout un ensemble de filtres qui vont perturber la compréhension du message. Et ces filtres, très souvent, donc il y a toute une série d'obstacles, vous voyez, et si bien que le message qui est perçu ne correspond souvent pas au message qui a été émis. Et tout ça, on a les pires filtres. Ce ne sont pas les filtres physiques, comme le bruit, une mauvaise connexion Internet, etc. Les pires filtres sont les filtres psychologiques, comme nos croyances, notre vécu, notre imprécision, etc., etc., etc. D'où l'importance, à mes yeux, dans le futur, dans la profession dentaire, dans les professions dentaires, de développer beaucoup plus les aptitudes à bien communiquer, comprendre, bien se faire comprendre,
bien comprendre, bien se faire comprendre vite. Et là, ce sont les plus gros gains de temps. Les pertes de temps les plus importantes, souvent d'ailleurs, les grosses sources de stress sont des sources de stress relationnel. Alors, donc il y a des défauts de communication entre le praticien et le prothésiste. Bon, ça, je passe assez rapidement. La première des choses aussi, hein, pour une meilleure communication, c'est, et ça c'est un problème classique dans la vie en général, hein, d'ailleurs, ce sont les non-dits qu'il faut éviter à tout prix. Et donc, pour cela, osez dire quand ça ne va pas, mais vous savez ce que je dis toujours, c'est vous pouvez tout dire entre professionnels, tout dépend comment vous le dites. Il faut aussi apprendre à mettre les formes quand on a des choses à dire. Donc, ensuite, il y a la communication efficace sur les travaux. Là aussi, je vais passer vite, mais vous en avez parlé plus longuement que moi. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, communication pour la réalisation de prothèses fonctionnelles, mais également une communication en esthétique qui est beaucoup plus délicate. Et là, la communication numérique va nous aider. Hein. Tous les logiciels du Smile Design sont des outils très puissants, évidemment, sur le plan clinique pour la prévisualisation, mais également pour la communication, évidemment, entre le praticien et le labo, mais également aussi entre le praticien et le patient, voire l'assistante. Et donc, n'hésitez pas à utiliser un maximum d'outils numériques, surtout en matière d'esthétique, pour partager votre vision du traitement et pour la partager avec le patient et le labo. Après, il y a l'impact de la CFAO. Il y a évidemment une grosse communication des fabricants de CFAO pour l'utilisation de la CFAO au cabinet. Et cela peut entraîner comme une espèce de soupçon, on va dire, ou de doute de la part du laboratoire traditionnel en se disant, ben, ça y est, il ne va plus m'envoyer de prothèse, il va tout faire lui-même, etc. Eh bien, je pense que c'est important aussi d'oser en parler et de ne pas se braquer par rapport à ça. N'essayez jamais de convaincre quelqu'un qui a envie de se lancer dans une CFAO au fauteuil de ne pas le faire parce qu'il va interpréter cela comme il a peur de perdre un client. Donc là aussi, je vous invite vraiment à aborder de ce sujet-là avec les praticiens et ne pas hésiter à les accompagner même dans certains cas. Vous voyez, comme ça, ils continueront de vous adresser les cas complexes, évidemment. Donc, communication numérique entre le patient et le prothésiste, donc j'en ai longuement parlé tout à l'heure. Je veux dire par là, toutes les plateformes que vous pouvez utiliser, surtout celles où on peut partager des fichiers. Bon, CFAO, voilà, je viens d'en parler. Qu'est-ce que j'interpelle la coopération? Alors, les moyens de la com, voilà, pour presque finir, non, on dit encore la coopération. Laissez-moi encore 5 minutes et on sera à peu près dans les temps. Il y a les différents moyens de communication. Eh bien, ils sont nombreux. Il y a 2 types de moyens. Donc, il y a les moyens comment dire, traditionnels, je dirais, pour la communication papier, la fiche de labo, la fiche de liaison. Et là, aussi bien en numérique qu'en papier, enfin, pour moi, avoir aujourd'hui des fiches papier, c'est un peu 18e siècle, on va dire. Donc aujourd'hui, il y a quand même suffisamment d'outils numériques pour ne plus utiliser les fiches de liaison papier et donc d'utiliser celles qui sont numériques. Autant que faire se peut, on l'a dit tout à l'heure, avoir des contacts directs, que le praticien reçoive évidemment le prothésiste, mais que de temps en temps, c'est pas plus mal aussi, s'il y a moyen, que le praticien aille au labo pour voir comment ça fonctionne. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris au cours d'un congrès, etc. Donc, je suis, comme on l'a dit tout à l'heure. On adore vous recevoir. Voilà, des visites régulières, réciproques. J'ai rajouté quand même si possible. Hein, ce n'est pas toujours possible. Auquel cas, c'est là que la communication numérique vient prendre le relais. Le téléphone, ça reste aussi encore un moyen. Et voilà. Mais je voulais surtout insister sur la communication en ligne. Donc, les emails, ça marche très bien. On peut joindre des fichiers. L'avantage de l'email, c'est que c'est asynchrone. Donc, on n'est pas obligé d'être là tous les deux ensemble. Les appels vidéo, le WhatsApp, le visio réunion, pourquoi pas avec le patient. C'est-à-dire que le prothésiste, si on fait une visio réunion avec le patient, le prothésiste pourrait peut-être, j'en suis convaincu que ça marcherait, hein. Peu de gens le font encore, mais
je suis convaincu que ça peut être une source de développement futur, pourrait poser des questions directement au patient sur ce qu'il attend de l'esthétique de son traitement, par exemple. Le prothésiste aurait aussi la possibilité de voir l'interaction, de voir le visage du patient, de voir sa façon de parler. Et ça pourrait l'aider dans la réalisation de son traitement. Plus on a d'informations sur le patient, plus le prothésiste a d'éléments pour être précis dans la réalisation de sa prothèse. C'est un concept qu'on a essayé de développer avec les commerciaux qui n'ont pas le don d'ubiquité d'être partout en même temps puisqu'ils couvrent certaines régions. Oui. C'est de développer ces visios avec certains praticiens qui n'ont aussi pas le temps de recevoir. Et c'est ce que tu me disais hier après-midi, on n'avait pas encore cette vision de pouvoir organiser même des visios avec les patients. Alors moi, c'est ma vision maintenant. Attention, c'est à vous de voir la faisabilité aussi. Hein. Je ne veux pas non plus. Mais pour des cas importants, vous savez, mettez-vous à la place du patient. Il doit refaire sa bouche. Écoutez, vous lui présentez le prothésiste, vous montrez le laboratoire en visio. Écoutez, c'est nature à rassurer quand même. Hein. Enfin, c'est ma façon de voir. Je suis très, très orienté service patient, donc vous savez. Hein. Mais donc, voilà. Et je me mets systématiquement à la place du patient. On a parlé tout à l'heure de SOS Scan, vidéo YouTube pour les tutos. Et je ne serais pas contre l'idée d'utiliser des calendriers partagés pour la planification des séances. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, j'espère que je n'ai pas dit quelque chose qui pose problème, mais bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez des calendriers partagés. Pas encore. Merci de nous suggérer. Non, mais j'essaie d'avoir. J'essaie de voir demain. Quoi. Alors, après, on a des calendriers qui permettent au cabinet de planifier leur date de livraison. Ah, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ça dont je parle, moi. Hein. Ah ben c'est formidable. Donc, si, c'est important que les praticiens le sachent. C'est une question qui est d'un des praticiens. Comment les cabinets dentaires qui travaillent avec le laboratoire peuvent-ils suivre la livraison des prothèses dentaires fabriquées par le laboratoire? Et en fait, on s'est inspiré d'Amazon il y a quelques années où dès que vos commandes arrivent, on a un code barre, on douche, ça génère un email pour dire que la commande est bien arrivée et nos cabinets partenaires reçoivent un email la veille du retour de l'expédition, on redouche et ça permet évidemment dans 95% et plus des cas de recevoir au cabinet. Alors, il y a des cabinets qui travaillent beaucoup avec nous et qui sont submergés, qui ne suivent pas parce qu'il y a trop d'emails, mais ce que Thierry disait, c'est MyLabocast. Alors, en ce moment, c'est en suspens du fait du virus. On ouvre ça complètement à tous parce que c'est à risque. Et c'est vrai que sur MyLabocast, il y a le suivi complet de la réception jusqu'à la livraison et la production de la couronne. C'est très important, ça. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je vois, moi, je suis un peu addict à Amazon. C'est vrai que c'est formidable. Tu sais à tout moment où tu en es, quoi. Donc, c'est pas mal. Donc, je pense que cette idée est sûrement à creuser, mais vous le faites déjà, en fait. Mais peut-être que les praticiens ne le savent pas. Allez, on finit. Pardon, il y a une question encore, oui? Non, c'est… Vas-y. Non, c'était sur le suivi, comment s'assurer du bon suivi. Oui, voilà, mais là aussi. Alors, l'étape 3 est la dernière, j'ai fait un raccourci là, mais bien coopérer, pour moi, c'est encore différent que bien communiquer. Bien coopérer, ça sous-entend la notion de partenariat, et ça sous-entend la volonté d'échanger dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Bien coopérer, pour moi, c'est un travail de l'ensemble de l'équipe, parce que souvent, dans les cabinets, c'est vrai que c'est l'assistante qui gère les relations avec le laboratoire. Donc, l'assistante, elle aussi, c'est moi ce que je sais que la visio est enregistrée. Moi, j'ai proposé à Labocast que les praticiens fassent visionner cette présentation aussi à l'équipe dentaire. Parce que l'assistante, c'est important. Tout ce que j'ai pour le praticien, ça marche aussi pour l'assistante. C'est important qu'elle comprenne comment fonctionne un labo. Ça vaut le coup qu'elle aille voir
tous les process de fabrication. Ça vaut le coup également qu'elle rencontre le prothésiste, que ce soit en visio ou en direct, etc. etc. C'est un travail d'équipe. Et ça, le travail d'équipe, c'est la dentisterie de demain. Que ce soit entre praticiens, en multidisciplinaire, que ce soit entre praticiens au sein d'un cabinet, que ce soit avec les assistantes, que ce soit avec les prothésistes, on doit apprendre à travailler en équipe. Ce que nous ne savons pas faire. Je vous le dis tout de suite. Hein. On n'est pas dans une profession très individuelle. Mais il va falloir que ça change. Donc, c'est un travail de toute l'équipe. Il faut avoir une culture d'innovation. Et souvent, ça peut être initié par le laboratoire. Hein. Je dirais que même, parfois, le labo est plus informé des dernières innovations qui viennent de sortir que le praticien lui-même. Parce que souvent, c'est pas si évident que ça. Il y a une question de temps. Ah, une chose importante que je recommande souvent, si vous avez la possibilité de le faire, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, mais dans les aspects techniques, ça peut fonctionner aussi, c'est d'assister à des formations sur des thèmes de prothèses dentaires, qu'elles soient numériques ou pas, ensemble. Le labo, le prothésiste avec lequel nous travaillons et le praticien, voire l'assistante. Plus on assiste à des formations ensemble, meilleurs seront les résultats au laboratoire. Ce que je voudrais mentionner aussi dans tous ces outils et tous ces flux de communication, la personne avec laquelle, hors technique, on discute le plus, et notamment logistique, au niveau donc des délais de livraison, au niveau des étapes de fabrication, ce sont les assistantes. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je recommande de faire visionner cette présentation aux assistantes dans la semaine. Hein. Parce que c'est elle-même, il faut qu'elle comprenne tout ce qu'on vient de présenter aujourd'hui. Avoir une vision plus large que juste le prothésiste, c'est un fournisseur comme un autre. Quoi. Non, ce n'est pas un fournisseur comme un autre. Voilà. Donc, évidemment de la flexibilité, mais c'est vrai que nous, en tant que praticiens et en tant que prothésiste, c'est un peu pareil. On est plutôt psychorigide, il faut dire. On cherche le quatrième canal ou alors il faut que le joint soit parfait. Hein. Donc, comme on est des techniciens perfectionnistes, la flexibilité, ce n'est pas toujours notre fort. Or, dans les rapports avec l'humain, c'est une des clés. Important aussi d'avoir une conception, la même vision de répondre, de la réponse aux attentes des patients. On ne peut pas, le patient, c'est lui qui peut manger tout le monde. Et donc, il faut toujours avoir en tête il faut toujours se mettre à la place du patient et anticiper ses réactions. Et enfin, donc, il faut avoir ce désir d'avoir un partenariat, de créer cette volonté d'échanger et pas être juste dans des règlements de compte ou dans une relation de fournisseur à commanditaire. Allez, voilà, je finis. En conclusion, je vais faire un rappel. On me demande Edmond le numéro de Thierry pour l'appeler dès demain. Le portable. On va l'envoyer en ligne. Je suis content. Je n'arrive qu'à faire que ça. Je ne serai pas démené pour rien. Je serai content si on arrive déjà à ce qu'on ait une petite amélioration dans le sens de ce que j'ai présenté. Alors, la conclusion. Conclusion 1, définir des règles claires en amont, en prévoyant également les problèmes. C'est-à-dire que les retours, les imprévus, les échecs, les plaintes des patients, les urgences. D'accord ? Bien communiquer et surtout, bien communiquer, c'est souvent donc être clair dans ses attentes, donc techniquement être précis. Plus je mets de détails et plus je me fais comprendre et éviter les non-dits. Je n'ai pas mis de S, je ne sais pas s'il faut mettre un S ou pas un non-dit, mais éviter les non-dits, c'est dès que j'ai un problème, tout de suite j'appelle. Parce que plus vous attendez, plus la tension sera importante. Développer l'esprit de partenariat et coopérer. Et enfin, j'ai mis un quatrième point dont je suis absolument convaincu, et c'est ce qui a guidé toute ma carrière au cabinet, et même après d'ailleurs, c'est d'avoir l'amour commun du travail bien fait. C'est-à-dire vouloir faire du bon boulot. Quoi. Avoir cette envie, parce que c'est pour moi épanouissant, et c'est quelque chose qui donne un sentiment de plénitude professionnelle. Cet amour, de ce désir de bien faire. Et voilà. Merci.
Alors, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, Partage, comme ça, maintenant. comme ça, je vous revois, moi, de mon côté. Je sais Je pas vous comment je fais remercie infiniment d'avoir suivi ce webinaire. Je vous invite à vous rendre sur le site bgds.fr pour vous amuser à cliquer sur toutes les tutos qu'il y a, les formations pour prendre connaissance Il y a de ce beaucoup de que choses, hein. Vous l'équipe devez avoir des formidable idées pas mal. voilà, ce que l'équipe formidable d'Edmond au quotidien promulgue et l'accompagnement très professionnel qu'ils font des cabinets dentaires. Il y en a plusieurs milliers d'entre vous qui ont été formés par ses soins et son équipe. Merci à mon équipe aussi d'avoir été présent. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à presque 22 heures. Et je vous donne rendez-vous, encore, on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour d'autres thématiques, pour un autre webinar. Et encore merci. Merci à toi aussi, Greg. C'est toujours un vrai plaisir de bosser pour vous, hein. Bonne soirée Merci à tous. tous. Allez, à bientôt. Au revoir tous.